Bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être avec vous pour mon premier Mixit. Ouah, je suis trop content! Bon, on va pas attendre les derniers qui sont aux crêpes, mais c'est important. Je vous présente mon dinosaure, qui est fait en vraie matière de dinosaure, donc en plastique, qui vient du pétrole, qui vient notamment des dinosaures. Vous connaissez ma blague? Peut-être. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Architecture? Ah ouais, c'est vrai que c'est bien le titre, c'est le sujet. Architecture. C'est important comme sujet. Et alors, c'est quoi l'architecture? Ah, c'est une vaste question, mais le premier élément de réponse, c'est que personne ne sait vraiment. Sérieux, personne ne sait vraiment. Mais un autre élément de réponse, c'est qu'il y a encore pas très longtemps, on vous aurait dit, c'est pas votre boulot. L'architecture, c'est le boulot des architectes, et si vous n'êtes pas architecte, c'est pas votre boulot de faire ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les 10 ou 20 dernières années, il s'est passé des trucs. Et il y a longtemps, c'est encore le cas pour beaucoup d'entre nous, mais il y a longtemps, on passait sa vie dans une application. On entrait, on découvrait comment c'était fait. Beaucoup de choix avaient déjà été faits au début. On prenait des habitudes et on vivait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même application qu'on faisait évoluer par-ci, par-là. Mais ça, c'était avant. Ça existe encore, mais de plus en plus, on a des applications qui se morcellent, qui sont en plein de petits bouts, donc les systèmes deviennent de plus en plus modulaires. On verra tout à l'heure pourquoi, c'est pratique, effectivement. Et donc nos systèmes deviennent de plus en plus distribués aussi, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de entre les bouts. Et ce entre, quelqu'un doit s'en occuper. Et il n'est plus question de demander à chaque fois à des architectes de s'en occuper, donc ça vous revient à vous, développeurs, développeuses, de vous occuper de l'architecture un peu partout. Alors il y a un autre effet, c'est l'effet donc que l'architecture, maintenant, c'est pour tout le monde. L'autre effet, c'est que vos architectures, elles n'arrêtent pas de bouger, mais de façon assez visible. Par exemple, ici, oh, top, il y a un nouveau bout qui vient d'arriver. Oh là, il y a un bout qu'on vient de changer, il vient de grossir, et il y a des bouts qu'on va remplacer aussi. Tout ça, ça bouge tout le temps. Et donc l'architecture, c'est aussi un sujet pour vous tout le temps. D'où le titre, l'architecture, c'est pour tout le monde, partout et tout le temps. C'est clair? On peut aller déjeuner? On va rentrer un petit peu en détail sur tout ça. Mais la grosse question que ça amène, c'est si vous êtes amené à vous occuper de l'architecture tout le temps, partout et pour tout le monde, qu'est-ce qu'il faut savoir pour le faire bien? Et là, ça commence à foutre un peu le vertige. On n'a pas assez de toute la vie pour lire tout ce qu'il y a à lire en matière d'architecture, n'est-ce pas? Il y en a trop. Alors, ça c'était le générique, je ne me suis pas présenté. Cyril Martraire, je vis à Paris, donc depuis pas mal de temps, dans le monde logiciel. Retrouvez-moi sur Blue Sky, puisque c'est là où il fait bon être aujourd'hui. On me connaît parfois pour avoir créé le Meetup Crafters à Paris en 2011. Ça fait 14 ans, il a plus de 5000 membres. Il est toujours là, je m'en occupe plus, mais il marche encore. Et je suis aussi cofondateur d'Arola. Vous connaissez, je connais certains d'entre vous aussi. Arola, on est fan de tous les trucs en DD, TDD, BDD, Domain Driven Design, DDD. Attention, le DDD, c'est pas le même D à la fin. C'est design, les autres, c'est développement. Et le craft, c'est pas que tout ça, c'est aussi le craft de l'architecture. Et donc on accompagne des clients, certains sont ici. D'ailleurs, je suis ravi d'accompagner certains d'entre vous sur comment on fait évoluer des architectures, notamment modulaires. Tout ça, j'en parle aussi dans des livres, donc achetez mes livres. Et petite pub pour le nouveau, écrit avec des collègues, et Dora ici, on peut vous annoncer tout de suite que donc, cette deuxième édition arrivera avant l'été de notre livre sur le craft. On revient à notre question, qu'est-ce qu'il faut savoir en matière d'archi? Alors il y a tellement de trucs à savoir, là je vais essayer de faire une synthèse en quelques points, et on va commencer par... Le premier point, c'est que vous devrez vous faire à l'idée que vous ne saurez jamais tout. On va aller vite sur celui-là, mais c'est quand même vachement important. Il y aura toujours du doute dans votre pratique de l'architecture, et si un jour vous devenez vraiment architecte officiel, vous devrez vivre avec une incertitude permanente de jamais tout savoir, un syndrome d'imposteur, toujours des choses, on vous sollicitera sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas les réponses, et il va falloir s'y faire. C'est un point important quand même, C'est un point important. C'est sérieusement, il va falloir s'y faire. Vous ne saurez jamais tout en matière d'archi. Comment on apprend d'ailleurs? En regardant les autres et en piquant les bonnes idées chez les meilleurs du monde. Les API, on va piquer les idées de comment font Stripe, Shopify, comment ils font l'extension. Donc ça, c'est une astuce aussi, comment piquer des idées en regardant les meilleurs du monde sur un terrain. Ok, alors maintenant, revenons un petit peu. Imaginez, vous allez sur un salon d'une conférence, vous regardez des stands, et une entreprise vous dit « Tiens, ça, c'est mon archi. C'est sur le kakémono, c'est beau. » C'est une archi, ça?
Non, clairement pas. En fait, c'est quoi? C'est une juxtaposition de choix techniques. Une juxtaposition de choix techniques n'est pas une archi. C'est juste un gros paquet de détails. Et c'est pas ça une archi. Une archi, c'est quoi? Je vais vous faire un petit test tout de suite en vous faisant participer. Alors, il y en a qui sont tout seuls, ça ne va pas être pratique, mais je vais vous demander un petit exercice de participation. Je vais vous demander pendant 1 minute de penser à un projet que vous connaissez bien. J'appelle ça le test de l'architecture en 1 minute. C'est penser à un système d'architecture que vous connaissez bien, celui dans lequel vous travaillez tout de suite, ou celui sur lequel vous avez travaillé il n'y a pas longtemps. Vous tentez de l'expliquer en moins d'1 minute à votre voisin ou votre voisine. Et puis après, on switchera. On fait ça? Allez, c'est parti. Je mets un petit compteur. Hop. Mon clicker est pas très stable. Je bats avec. Pam, pam, pam. 2, 1, 0. Merci. Maintenant, on va changer de côté. C'est en inverse. Et c'est reparti. Le temps est écoulé. Merci de votre participation. Merci pour le bruit. Et le plus dur maintenant, c'est de s'arrêter. Parce que maintenant, vous êtes chaud, vous avez envie d'en parler plus. Mais ce n'était pas facile d'en parler en moins d'1 minute. Mais certaines d'entre vous est arrivé. Et vous avez peut-être observé que plus vous avez bien compris votre archi, plus vous avez facile à l'expliquer. Parce que vous avez trouvé une façon de la compresser. Vous avez trouvé une façon d'expliquer ce qui était vraiment important dans toute cette architecture. Parce que l'architecture, une première définition, c'est celle de Ralph Johnson, citée par Martin Fowler, c'est tous les trucs importants qu'il faut savoir, sinon, bad things happen. Il pourrait se passer des choses désagréables. C'est ce que tout le monde devrait savoir sous peine de ne pas respecter l'intégrité de cette architecture. Alors on va creuser ça en détail, et on va commencer aussi avec beaucoup de disciplines. On va commencer sur 3 points importants de l'architecture. Le premier étant je ne vais pas le décrire, on va directement aller regarder à quoi ça ressemble. Imaginez, vous découvrez une solution faite par vos collègues et on vous demande votre avis dessus. On vous dit, tiens, voilà le schéma, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Vous pouvez dire? On ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque une grosse question, c'est quoi le problème, là, qu'on cherche à résoudre? Et alors, ça paraît bête, mais on ne peut pas commencer à parler de solutions, évidemment, tant qu'on n'a pas posé le problème. Et un vrai problème. Et là, vous allez vous rendre compte que creuser, chercher à poser le problème, c'est plus dur qu'on croit. Sauter à la solution, c'est facile. Mais vraiment comprendre, dire qu'est-ce qu'on cherche à résoudre pour de bon, on peut y passer 45 minutes sur 1 heure de réunion. Et c'est du temps bien dépensé. Alors ce problème, ça peut être un petit problème local, ça peut être aussi le problème à l'échelle du système entier.
c'est aussi ce qui guide tout le monde dans ce qu'on fait tous les jours, c'est le problème de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en termes d'ambition, en termes d'argent, en termes de risque, en termes de réputation, en termes de conquête d'un nouveau pays, etc. C'est ça dont on parle. Donc ce problème, c'est le niveau du dessus qui guide les niveaux du dessous. Et cette vision de niveau du dessus, niveau du dessous, c'est une tradition en architecture de penser comme ça en différentes perspectives, chacune étant, et à chaque niveau, finalement, le niveau du dessus est le problème et le niveau du dessous est la solution. Alors il y a plein de façons de faire ces dessins, je vous en propose une, mais ce n'est vraiment pas une réponse, chacun faire la sienne. Par exemple, ici, j'aurais pu ajouter une couche aussi, une perspective donnée, j'aurais pu ajouter une perspective organisationnelle des équipes, parce que ça fait partie des discussions d'architecture. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dans tout ça? Première chose, c'est que plus on monte, moins il y a besoin de dire grand-chose pour dire beaucoup de choses. Et donc, dans les one-minute tests qu'on vient de faire, là, si vous avez réussi à tout décrire en 1 minute, vous étiez certainement sur des niveaux plus élevés, et vous avez laissé à votre interlocuteur ou votre interlocutrice le soin de traduire ce qui était dessous en utilisant votre savoir-faire professionnel qu'on a tous. Et donc, il y a un effet compact. Plus on monte, plus on peut raconter des choses générales et puissantes avec une grande économie de moyens. D'une certaine façon, donc le problème d'argent, par exemple, d'ambition, etc., il va se dire en quelques phrases. Et ensuite, juste en dessous, il va se décrire en une liste de domaines. C'est peut-être ce que vous avez utilisé pour raconter votre archi. Et puis ensuite, on dira, en général, nos domaines, ils se traduisent par des microservices ou des modules. Et puis on donne quelques stacks, quelques éléments de technologie, et ça y est, on a résumé votre système. Vous voyez que c'est un moyen très pratique pour compresser la description de votre système. Alors ces perspectives, elles se lisent en effet comme chaque niveau est quelque part ce qu'on veut, la spécification, le niveau du dessous, c'est l'implémentation. Et donc il y a un côté, les décisions du dessus, il y a quelques éléments, et elles se traduisent par plein de décisions en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait des tonnes de détails au niveau du bas. Au niveau du bas, on est en milliers, dizaines de milliers d'éléments de décisions. Au-dessus, on est sur quelques-unes. Alors ça, c'est la vision idéale. Le problème informe la solution. Il suffit de traduire le problème en solution. La vie serait bien s'il n'y avait que ça. Hein. En vrai, vous imaginez bien qu'il y a une grosse flèche qui remonte. C'est la flèche des contraintes. Alors parfois, il y a des opportunités aussi. Mais il y a surtout des contraintes. On pense au legacy, par exemple. Vous dites, ce serait bien que... Et le système, il vous dit, même pas en rêve. Et donc, en fait, l'architecture, ça se pratique dans une circulation comme ça, une boucle. On tente de descendre, on remonte. Et donc, c'est très important de le pratiquer à plusieurs, parce que là, vous n'êtes peut-être pas capable de faire toute la stack entière, toutes les perspectives entières. Mais donc, peut-être qu'en haut, ça se passe avec le board de l'entreprise. En bas, c'est vous. Et il faut circuler comme ça. Et plus vous circulez vite, plus votre archi, elle est en bonne santé. C'est comme ça que ça se pratique. Si vous êtes dans une grosse boîte, vous avez certainement une séparation des rôles aussi. Vous êtes plutôt bas, et il y a plein de gens qui vous donnent des contraintes au-dessus. Il y a aussi des gens qui vous donnent des contraintes en dessous. Et la qualité de l'architecture, finalement, elle ne sera jamais aussi bonne que les relais entre les différents rôles, comment ils se raccordent. Si vous êtes dev, en général, vous flottez quelque part par là, mais mon invitation pour vous, c'est d'être conscient, c'est de vous poser la question, à quelle hauteur, moi, je navigue quotidiennement, et à quelle hauteur je suis compétent aussi, ou compétente, et qu'est-ce que je veux devenir? Peut-être que je veux monter comme ça, ou descendre comme ça, ou m'élargir en étant plus superficiel, mais aussi plus général. Et ça, c'est votre chemin de carrière, finalement, qui se raconte sur ce genre de dessin. Alors, on l'a vu, un problème bien posé, hormis les contraintes, c'est quand même presque une solution. Il suffit de le traduire, et c'est quand même vachement vrai, ça. Et alors, un problème bien posé, c'est pas juste le comportement attendu, c'est aussi les attributs de qualité. Alors, c'est quoi, ces attributs de qualité? C'est tous les trucs qu'on voit dans ces listes, les utilities, la performance, la scalabilité. Il y en a plein, ils sont pour les autres, ils sont pour vos utilisateurs. Mais n'oubliez pas ceux qui sont pour vous. La maintenabilité, l'évolutivité, et aussi, bien sûr, celui qu'on oublie toujours de citer, le coût. Alors là, ce qui est rigolo, c'est que quand vous parlez à des gens métiers, ils vous disent il me faut tout. Il faut être haute dispo, transactionnellement cohérent à tout moment, ultra scalable, etc. Et ils veulent aussi que ce soit pas cher. Et donc, votre boulot, une grande partie, c'est aussi de négocier et d'apprendre à être bon à négocier en disant tu sais, en fait, peut-être qu'on n'a pas besoin que tout soit cohérent. On peut être un petit peu en retard, on peut même être en retard de plusieurs minutes, je crois, entre ça et ça. Et il va vous dire, mais non, parce que... Et vous allez négocier, et c'est comme ça qu'on va définir le problème ensemble. Et c'est comme ça qu'on va rendre un système plus simple et moins cher. Et vous allez aussi éduquer vos interlocuteurs et interlocutrices en leur faisant comprendre que leur rêve, là, il coûte vachement cher et que vous avez des alternatives vachement plus raisonnables et que si tout le monde s'écoute, on fera mieux. OK ?
c'est important aussi. L'architecture, c'est aussi parler avec des humains. Ce n'est pas du tout une histoire de machine. Enfin, pas que. Alors maintenant, prenons une solution. Un exemple de solution, ici, on a choisi un PubSub, où l'équipe propose un PubSub. Et là, il y a un réflexe à avoir, c'est qu'à chaque fois qu'on parle solution, ça doit déclencher un réflexe dans votre tête, c'est qu'est-ce que ça m'amène comme nouveau problème? Un PubSub, quelle que soit la techno, ça m'amène une série de problèmes. J'en ai pris 4 ici, mais il y en a bien plus. Par exemple, il faut le dimensionner, parce que s'il est plein et qu'on pousse encore des messages, ça ne tiendra plus. Il risque de perdre des messages. Qu'est-ce qui se passe si les messages arrivent dans le désordre? Et qu'est-ce qui se passe s'ils arrivent plusieurs fois? Ça, c'est des réflexes à avoir. Et donc, vous voyez bien finalement que si toute solution amène des nouveaux problèmes, ce qui est un argument très fort pour les architectures ennuyeuses, le truc le plus simple, qu'on maîtrise bien, parce qu'on connaît très bien tous les problèmes que ça amène, et on sait très bien y répondre. Mais ça, c'est vraiment l'hygiène de base en architecture, toute solution amène des nouveaux problèmes. Vous comprenez au passage que ce qu'on appelle résoudre, c'est pas vraiment résoudre. On déplace des problèmes qui sont quelque part qui ne nous arrangent pas, vers des problèmes qui nous arrangent plus. Par exemple, vous déplacez des problèmes qui vous réveillent la nuit dans des problèmes qui vous réveillent le jour. Et on dit c'est mieux. On est d'accord? Où on déplace des problèmes qui vous demandent qui manipulent des quantités, des dizaines de milliers d'éléments, on les ramène dans des problèmes qui manipulent que quelques éléments que vous arrivez à gérer à la main. Donc je vous laisse l'exercice pour vous d'imaginer c'est quoi tous les problèmes d'un cache distribué que ça peut amener. Voilà, c'est pour la blague. Donc l'art de l'architecture, c'est l'art des compromis. Et donc si vous voyez que les avantages d'une solution, vous n'avez même pas commencé le travail. Et donc l'art des compromis, c'est de se dire j'ai des avantages d'un côté, j'ai des avantages de l'autre, et j'ai les inconvénients réciproques. Lesquels je préfère? Je préfère rond, je préfère carré, je préfère un carré arrondi, et arriver à se positionner d'un côté, puis d'ailleurs être prêt à changer d'avis demain, on y viendra après s'il y a besoin. Ici, par exemple, on va vérifier, ça peut aller vite, hein, par exemple, message perdu, quota, je suis sur le cloud le fournisseur de cloud peut s'en occuper, c'est réglé. Les messages qui arrivent dans le désordre, ici, pour moi, ce n'est pas un problème dans mon histoire. Il me reste la livraison en double, et là, je sais que je dois m'occuper, côté consommeur, d'être idempotent. Et l'idempotence, vous connaissez l'idempotence? Quand on fait un phénomène 2 fois ou plus, ça doit faire le même résultat, le même état. Je l'ai mis 2 fois, hein, parce que l'idempotence, ça se met toujours en double. Alors, il y a une bonne nouvelle. L'idempotence, ça peut être naturellement, vous pouvez l'avoir pour gratuit. Imaginez que vous affectez une valeur dans une variable, ou dans un dictionnaire, pour une certaine clé. Ce que vous faites avec un put en reste, c'est naturellement idempotent. Si je le fais une fois, et si je le fais une deuxième fois, ça ne change pas le résultat final, hormis que vous avez 2 lignes de log au lieu d'une. Mais si par contre vous incrémentez, donc là il n'y a rien à faire, mais si vous aviez des sémantiques d'incrémentation par exemple, incrémenter un compteur, si vous le faites 2 fois, ça devient faux. Et là vous allez devoir mettre en place une nouvelle solution, vachement complexe, avec des mémoires, pour vous rappeler que vous avez déjà vu le message et qu'il ne faut pas le traiter la deuxième fois, ou en tout cas faire quelque chose pour que ce soit correct. Donc ça c'est la servitude, toujours penser aux problèmes amenés par les solutions. Alors il y a un troisième problème, c'est que l'avenir, on ne le connaît pas. Et donc, on doit se protéger de tout ce qui va nous tomber dessus demain. Et ça, c'est l'art de ménager des options dans votre système, ou dit autrement, de faire en sorte que vos choix ne soient pas irréversibles pour toujours. Alors parfois, on ne peut pas choisir un langage de programmation. Une fois qu'on a codé des milliers de lignes, c'est irréversible, à moins de pouvoir le transpiler facilement, ce qui se profile à l'horizon, là, clairement, avec les IA. Qu'est-ce qu'on a comme option? Il y a 3 grandes familles. La simplicité, la première, la meilleure, de très loin. Faire simple, c'est rendre facile le futur, rendre plus facile le futur. La deuxième, c'est les tests. Les tests, ça permet de remplacer l'implème super vite, en sachant vite que ça marche à nouveau. Ultra précieux. La troisième, c'est les patterns. Vous faites un tri, vous décidez, vous pouvez hardcoder votre tri, mais si vous pensez que ça a des grandes chances de changer, vous ne savez pas comment ça va changer, mais vous pensez que ce ne sera pas du tout stable, vous faites un comparateur, vous mettez une interface, une implème. Ça vous a coûté combien, ça? 30 secondes de plus? 1 minute? Et cet effort vous permet de changer plus facilement demain l'ordre de votre comparateur. Donc ce genre de pattern, stratégie pattern et autres, ça aide beaucoup. L'injection, etc., tout ça va dans ce sens. Par contre, il faut savoir que tout pattern, tout choix irréversible, toute option a un coût.
Et ici, dans l'exemple que j'ai donné, le coût, c'était quelques secondes, quelques minutes. C'est le genre de choses qu'on veut avoir. Mais les coûts qui sont en jours, en semaines, ceux-là, vous allez absolument vouloir les éviter parce que vous avez en tête YAGNI. Alors YAGNI, on l'a appris dans le code. Mais en matière d'archi, on ne peut pas être aussi naïf. YAGNI, en code, ça dit qu'on ne prévoit jamais, on ne fait jamais de code au cas où. On verra le moment venu. En archi, on va faire pareil, mais on ne peut juste pas être totalement naïf. Parce qu'à l'échelle architecturale, on est un petit peu moins souple, on est un peu moins habile, et si vraiment on ne fait rien du tout tout de suite, on risque quand même d'être coincé demain ou après-demain. Et donc on va payer des petites options pas chères, juste assez pour ne pas être bloqué demain. Il y a une énorme différence entre prédire l'avenir en disant comment ça va se passer, que juste prédire que ça va changer. On ne va pas parier sur comment ça va changer, on va juste parier sur le fait que ça va changer et essayer de se protéger. Si vous voulez en savoir plus, il y a une théorie complète là-dessus, qui est quelque part l'état de l'art de l'architecture aujourd'hui, c'est la théorie de la résidualité dont parle Barry O'Reilly. C'est un peu difficile à appréhender au premier rang. J'en ai parlé à Lyon il y a quelques mois, dans un meet-up le soir. C'est passionnant, mais c'est effectivement l'art de glisser, d'être à gauche, mais pas complètement à gauche. Alors pour revenir sur la simplicité, le plus dur dans la simplicité, c'est de convaincre les collègues de faire simple, finalement, parce que simple, c'est pas toujours cool. Et là, tous les moyens sont bons. Moi, j'aime bien les grilles de bingo. Vous listez tout ce qui est cool dans la liste et vous donnez une règle, c'est pas plus de 3, par exemple, pour les 3 mois à venir. Et vous voyez que vous allez tout de suite dépasser les 3. Mais c'est un moyen de rendre conscient qu'on s'en met trop et qu'on fait trop de trucs pour le CV, pour s'amuser, pour procrastiner, etc. Donc il faut des antidotes contre notre envie de complexifier notre système et qu'après, on devra gérer. OK, alors maintenant, si je regarde les 3 points, je pose le but, clairement. Je mets la solution la plus simple qui suffit et j'ajoute des caractéristiques de long terme, des qualités d'évolution, de réversibilité, de documentation, etc. Ça ne vous rappelle pas un truc en 3 temps, ça, où je dis quoi faire, je le fais au plus simple et puis j'améliore dans le long terme? Moi, ça me rappelle vachement test-driven développement. Et alors, c'est effectivement ce genre d'approche, en bouclant vite, ça vous donne, c'est pas du vrai TDD, c'est plutôt une inspiration, mais ça vous amène ça vous permet de suivre une architecture moderne, et une architecture moderne, c'est une architecture dynamique avec du temps dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas du tout, quand vous faites un diagramme de l'archi-cible, d'ailleurs pourquoi on le fait? C'est juste pour que les humains se coordonnent, pour viser une même direction. Mais on n'y croit pas à cette cible. Hormis les cas les plus simples, l'évolution ira dans une autre direction. Il y aura une divergence de chemin. Le chemin, on le découvre pas à pas. Quand on fait des dessins, c'est que des instantanés. L'architecture, réellement, elle inclut le temps. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, chaque fois qu'on fait un exercice d'architecture dans la formation ou avec des clients, on voit bien que dans les discussions, on dit on commence par ça, puis on verra. Quand ce sera trop cher à évoluer, quand ce sera trop cher à faire ceci, alors on évoluera dans ce sens-là, on automatisera davantage ici. Quand les volumes atteindront tel critère, alors on basculera sur ça, etc. Ou si tel fournisseur devient trop cher, alors on fera ça. Et c'est comme ça qu'on raisonne, en fait. Le temps fait déjà partie de vos architectures. Et donc, ça devient très difficile à dessiner, de fait. Hein. Et les dessins, on n'y croit plus. Alors, c'est tellement dynamique que je vous invite à contempler, pour bien s'imprégner de cette idée, ces fonds d'écran dynamique de Keynote. Ils sont chouettes, hein, pour bien sentir l'évolution en flux de l'architecture. On médite. On respire bien fort. L'architecture, c'est comme ça bouge, ça respire. Et on ne sait pas tout à fait où elle va. Ce n'est pas émergent non plus, hein, c'est juste évolutif. Alors j'évoquais le cycle en 3 temps de TDD, mais ça, ce serait cool si on arrivait à le faire sur l'archi. On améliore chaque jour notre capacité à le faire, mais on n'arrive toujours pas. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle de l'archi, le TDD, on arrive bien à le faire sur des petits morceaux, mais à l'échelle de l'archi, c'est des morceaux trop gros. Et donc on a un problème ici, c'est comment on pense l'architecture à grande échelle, alors que nos cerveaux ne sont pas taillés pour. Comment on pourrait faire pour redevenir confortable quand on a des gros bouts et que nos cerveaux sont capables de manipuler que des petits bouts? Ah bah c'est facile, oui, il suffit de découper. Il suffit. Les phrases qui commencent par suffit, en général, il suffit, c'est dangereux. Il suffit de prendre un bout, de le découper, on l'a vu tout à l'heure, et puis il suffit de recoller les bouts, et puis de mettre des gens qui s'en occupent, et ainsi de suite, et tout va bien. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'art de couper un gros problème en plusieurs petits problèmes pour arriver à ce que l'ensemble marche toujours? Et là, on entre dans l'art de l'architecture modulaire. Et c'est la deuxième partie de cette présentation, avec à nouveau 3 points.
Et ceux-là, je vais les citer tout de suite. Pour découper, il faut savoir découper comment, c'est quoi les contours que je vise. Ensuite, c'est entre les bouts, les contrats. Donc découper comment, c'est où est-ce que je coupe, où est-ce que je passe les ciseaux. Le deuxième point, c'est les contrats. À chaque fois que j'ai coupé, de fait, il y a du entre, il y a un trou, et donc les morceaux qui doivent se parler, ils ont des contrats entre eux. Et puis, le troisième point, c'est chaque bout aura des données, et ils devront se partager des données pour faire des trucs ensemble. Qui possède les données, qui les passe aux autres, quelles sont les servitudes à prendre pour tout ça, c'est ce qu'on va zoomer tout de suite. En les prenant dans l'ordre, on va commencer par regarder comment couper. Alors là, désolé, ça va ressembler à des choses que j'ai beaucoup présentées dans le passé, mais je vais aller vite. La notion de modularité, bandits de contexte, etc. Qui connaît déjà les bandits de contexte? Moitié. Donc là, petit rappel, la modularité, c'est le jeu, c'est comment faire que des bouts collaborent, mais surtout évoluent de façon harmonieuse. Un contre-exemple, c'est si je prenais un monolithe et que je le coupe au hasard en 4 bouts, et je mets une équipe sur chaque bout, par exemple, en général, ce sera désastreux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans chacun des bouts, j'ai plein de petits bouts, et quand j'en modifie un d'un côté, il y a des grandes chances que je doive en même temps modifier un autre bout qui se retrouve dans l'autre côté. Et ça, c'est dramatique, parce que ça veut dire coordination multi-équipe, ça veut dire coordination multi-backlog, ça veut dire déploiement coordonné. Vous imaginez, c'est tout ce qu'on aime. Et plus vous en avez, plus ça va être désastreux. Et la même chose au runtime, si vous faites ces morceaux, si vous en faites des services, ce sera aussi des tas de problèmes de latence, de contagion de panne au runtime. Donc le jeu du découpage, finalement, c'est un jeu de clustering, un peu comme les graphes qu'on a vus ce matin sur les réseaux sociaux. C'est de grouper tous les petits bouts de code d'un système très grand en clusters, les clusters de tous les morceaux qui ont tendance à changer pour les mêmes raisons. C'est ça le jeu. C'est clair ? On pourrait le faire par des algos de clustering si on avait les données suffisantes de profiling, d'instrumentation, d'évolution. Vous en avez un peu dans Git, et d'ailleurs, il y a des outils comme CodeSyn qui permettent de miner ça pour vous donner des inputs, mais nos codes, en général, ont beaucoup trop de bruit pour que les algos fonctionnent bien à faire ça. Donc on va chercher des astuces aussi plus rapides et plus humaines pour le faire avec nos petites têtes. Avant d'aller plus loin, je vais juste rappeler qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en matière de modularité. Déjà, méfiance, quand vous avez des pointillés de découpage, méfiance. Régulièrement, il faudra découper autrement, en violant les pointillés. Couper d'une autre façon que les façons évidentes. Les pointillés, c'est quoi? Par exemple, si vous avez un système en couche, vous sentez bien qu'à chaque fois qu'on évolue une couche, il y a des grandes chances qu'on évolue aussi une autre couche de la même façon. Donc, découper en couches, modulariser par couche, c'est une super mauvaise idée. Une autre super mauvaise idée, c'est de découper par écran. Parfois ça marche, hein, mais c'est rare. Parce que globalement, les écrans sont... Les mêmes backends servent à plein d'écrans, les mêmes écrans sont servis par beaucoup de backends. C'est rare qu'on trouve des belles portions de découpage qui aillent bien full stack, si je peux me permettre de le dire. Donc oubliez ça, découper par écran, ça ne marche pas. Découper par entité, c'est presque l'une des pires. Si vous êtes en e-commerce, vous avez des clients qui achètent des produits lors de transactions qui s'appellent des purchases, vous sentez bien que la plupart de vos use cases vont parler des trois. Si vous décidez de couper un système customer, un système produit, un système purchase, vous avez le pire couplage imaginable entre tous vos bouts, et si vous avez mis des équipes dessus, vous avez le pire couplage entre toutes vos équipes. Horrible. Alors comment faire? La réponse, c'est les bons vieux domaines métiers qui viennent d'un livre magnifique. Le bon vieux domaine redesign et son jargon infâme, notamment de bandit de contexte, qui vient donc de 2003. Oui, c'est vieux, hein, tout ça. C'est 2003, donc bien avant que les microservices en fassent quelque chose de cool. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les bandits de contexte? Ils nous disent que pour identifier les domaines métiers, on regarde le langage, pour identifier les bandits de contexte. Donc on fait des champs lexicaux, on fait des clusters de mots, parce qu'on l'a vu hier aussi avec Valérie Charol, les mots ont une importance, les synonymes ne sont pas synonymes, ils ont des connotations très fortes, ils ont des connotations de but, ils ont des agendas cachés, les mots. Et c'est justement en regroupant les champs lexicaux, on regroupe et on clusterise de fait, et on est très fort à ça, nous humains, on est très fort à clusteriser les mots en fonction des buts qu'ils ont en commun, et ça tombe bien, c'est exactement ça qu'on appelle des domaines métiers et des bandits de contexte. On vérifie qu'on a bien des buts, et vous voyez que c'est pour ça qu'on a une heuristique qui dit qu'on a des bouts qui ont des bonnes raisons de rester cohérents, c'est parce qu'ils ont le même but. Et les use cases, ils vont chercher à améliorer vos buts, à rendre plus performant votre système, donc ça va bien marcher. En fait, tout ça, c'est des mots pédants. Vous le faites déjà quand vous faites de l'event storming, vous regroupez des post-it au mur. Vous les regroupez comment? Vous y réfléchissez pas, mais en fait, vous faites tout ce qu'on vient de dire.
et ça marche tout seul. Si vous vous doutez, vous pouvez poser la question, est-ce qu'un domaine pourrait être un produit SaaS qu'on pourrait vendre indépendamment? C'est une bonne idée de tester ça, c'est un bon test d'autonomie. Vous avez compris aussi que la modularité, en fonction de ce qu'on vient de dire, on découpe par domaine, on va devoir tronçonner les entités, ce qu'on appelle une transaction. Ce qu'on appelle un achat, ce sera une transaction pour le paiement, ce sera un panier dans la préparation d'achat, ce sera un événement de paiement pour l'antifraude. Et ce qui est résumé dans ce dessin, c'est que le même concept dans la vraie vie, il n'aura pas la même forme selon les domaines métiers dans lesquels vous le modélisez. Si vous avez des questions là-dessus, là on est sur du domaine driven design stratégique pure souche. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin sur ce sujet. Le résultat de tout ça, en tout cas, donc, c'est les bons vieux diagrammes de patates. Et quand mes clients me payent cher, je les dessine en rectangle, parce qu'il faut être sérieux quand même, pour le faire. Alors comment, tout ça, c'est l'approche canal historique, on va dire, mais il y en a une dont on ne parle jamais, et qui est presque aussi importante, c'est celle que, par exemple, a suivi Amazon, c'est de regarder, on va repenser aux attributs de qualité et aux service level objectifs qui vont avec. Si je prends tous ces critères de qualité, vous pouvez aussi vous poser la question de comment mon système, comment mes différentes fonctionnalités se clusterisent par zone homogène de contraintes techniques. Un exemple concret, c'est que vous avez identifié que dans votre système à construire, ou qui est déjà là, il y a un bout qui doit être haute dispo, ou toujours dispo en tout cas, et l'autre qui peut être éteint. On pourrait par exemple mettre des machines préemptives dont parlait hier mon collègue Baptiste Massé. Allez voir sa vidéo quand elle sera dispo. Et vous avez aussi des grosses asymétries de volume sur chaque moitié. La bonne nouvelle, donc ici, je suis en train de vous dire que des clusters de contraintes techniques sont aussi une façon de modulariser. Et donc, on a des contraintes techniques qui vont ici guider notre architecture et notre façon de découper notre système. Alors là, si vous m'avez suivi, vous devez crier et bondir sur votre siège en disant « Mais Cyril, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans que tu nous bassines avec le fait que c'est toujours le langage métier qui doit guider le découpage. Et là, tu es en train de nous parler de critères techniques. C'est choquant, non ? Oui, j'ai changé d'avis depuis le début. J'arrête DDD. Non, je rigole. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est très corrélé. Et qu'en fait, vos zones de contraintes techniques sont extrêmement corrélées à vos domaines métiers. En fait, ça donne les mêmes genres de conclusions. C'est juste qu'en général, dans nos systèmes, on n'a pas des contraintes techniques si fortes que ça. Le métier guidera beaucoup plus. Mais plus vous avez des contraintes techniques élevées, plus elles vont guider aussi très bien. Et donc ici, par exemple, on va découvrir que ce qu'on a le module de gauche, en fait, c'est l'ingestion sur un système data, et le module de droite, ça s'appelle l'analytics. Pour prendre un exemple plus connu de tout le monde, un catalogue en e-commerce, la tradition est déjà depuis toujours de le couper en deux. La partie écriture, la partie lecture, vous voyez bien qu'il y a une asymétrie telle de quality attributes qu'il serait complètement déraisonnable de les mettre dans le même morceau. Il y a énormément d'opportunités de les séparer en deux, et ça va beaucoup relaxer aussi la facilité de mettre en œuvre ce système. On pourrait continuer, les CMS ont aussi une archi comme ça, etc. Ici, par exemple, si j'ai coupé en deux zones de contraintes, donc j'ai deux clusters de contraintes techniques, ça correspond bien à deux sous-domaines, et en toute logique, on voudrait en faire deux services ensuite au niveau de l'implème. Oui, parce qu'on n'a toujours pas parlé d'implème, dans tout ça, on a parlé de domaine, on a parlé de contours, mais on n'a pas dit encore comment on allait les livrer en production. Et c'est là encore où on va retrouver nos perspectives. Là, on était en train de réfléchir à un niveau que certains appellent logique. Dans la perspective, c'était le niveau domaine. En dessous, il y a un niveau code, composant, backlog, vous l'appelez comme vous voulez. Mais à un moment donné, il faut aussi toucher la production. Et là, on va arriver au niveau physique. Et donc, ce qu'on appelait deux modules, deux domaines, vous avez le choix de se dire, je les mets en prod en deux services, ou je les mets en prod dans le même service. Parce que si je les mettais en deux services, on aurait plein de nouveaux problèmes. Les problèmes du distribué, c'est qu'il pourrait tomber en panne, il pourrait être partiellement en panne, il pourrait y avoir des problèmes de latence, il pourrait y avoir des problèmes de stérilisation, on pourrait avoir plein de soucis. Bon, ici, par exemple, on vient de voir, c'est un exemple de modular monolithe. Et donc un process, un déploiement. Je vais un tout petit peu accélérer et revenir sur ce dessin. Parce qu'on voit que si je compare ce qu'on vient de dire avec ce dessin, on voit bien que, je vais le simplifier un peu ce dessin, on a les domaines, le niveau logique et le niveau physique, dont je vais parler tout de suite, les modules et le runtime. Ce qu'on appelle microservice, c'est quand on modularise de la même façon du haut jusqu'au bas.
et on pourrait continuer jusqu'aux données. C'est une sorte de modularité full stack. Et ce qu'on appelle modular monolithe, c'est quand on modularise plusieurs perspectives, mais au niveau, quand on touche la prod, on va dans les mêmes process, on regroupe les morceaux dans les mêmes process. Ce qu'on appelle aussi une archi orientée fonction, c'est le contraire, on décompose, mais au niveau runtime, on implémente en plein de bouts qui, ensemble, refont mon bandit de contexte. Plusieurs fonctions font l'équivalent d'un bandit de contexte. Et alors, le plus commun, c'est quand on ne modularise pas, modularité, fuck it, et c'est homogène de bout en bout, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est le big ball of mud. C'est un gros tout de tout. All right? Un petit chat pour se détendre. Et alors, il nous reste à voir que quand on a décomposé, il nous faut des contrats entre les morceaux, parce que les morceaux se parlent. Et donc les contrats, c'est le bout qu'on doit avoir bon au début, pour qu'ensuite chacun puisse évoluer indépendamment des autres. Et donc le contrat, c'est le truc qu'on doit définir dans une réunion initiale entre les représentants du bout de gauche et du bout de droite, pour qu'ensuite on n'ait plus besoin de se parler. C'est de la coordination en conserve, les contrats. Le jeu, c'est qu'ensuite, comme disait Jacques Chirac, on puisse en toucher un côté sans faire bouger l'autre. Alors, comment rater ça? C'est par exemple, tous les jours, ça vous arrive, et tu fais quoi là? Je renomme un champ dans le JSON. T'as pas peur de péter l'autre côté? T'inquiète, je leur envoie un email. On passe trop de temps à réagir aux contrats cassés par accident par vos collègues, et vos collègues passent trop de temps par les contrats cassés que par vous. Donc la règle des contrats, c'est de savoir qu'il y en a, d'avoir conscience qu'ils sont là, et de les respecter. Ça tient en 3 grandes règles d'ailleurs, c'est si vous recevez quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous l'ignorez tranquillement, et si vous avez déjà envoyé quelque chose, vous ne le retirez jamais, vous faites que ajouter. Exemple concret, un schéma JSON, vous avez des champs ici, mais vous n'êtes pas content de la façon dont ils sont structurés, vous voulez refactorer ça. Ça y est, c'est refactoré, mais vous avez vu qu'on a laissé les vieux champs, ils sont dépréciés, mais ils sont encore là. Et c'est comme ça qu'on est en V1.2. Si j'avais retiré les anciens champs, je serais en V2. Et j'obligerais tout le monde à aller travailler et refaire des commits pour me suivre, ce qui est extrêmement impoli pour les autres équipes. Tout ça, c'est vital parce que quand on est en multi-instance, et c'est le cas aujourd'hui sur le cloud, les montées de version se font graduellement. Et donc, vous êtes toujours dans des systèmes qui sont entre plusieurs versions. Et il n'y a pas d'alternative sérieuse à faire autre chose que la rétrocompatibilité et la faire bien. Les données, je vais aller vite dessus, mais globalement, vous connaissez un petit peu les règles. Il faut un seul endroit doit avoir l'autorité d'une donnée, la single source of truth. Et puis, on peut avoir des copies. C'est OK de faire des copies de données à une condition, c'est de jamais modifier les copies. Et là, il y a d'autres compromis à réfléchir, mais j'ai clairement pas du tout prévu de vous en parler parce qu'on n'a pas le temps ce matin, on n'a qu'une petite heure ensemble. Et alors, il y a plein d'autres patterns qui aident aussi à faire tout ça, tous les patterns d'intégration, l'event-driven architecture, qui permettent de changer facilement un système en évolution. Vous reconnaissez une archi de plugin, ici. Je peux ajouter des bouts, les retirer. On en a parlé à Devox l'année dernière avec mon collègue Marwan. Il y a plein d'autres patterns, l'archi-exa bien sûr, son alternative, le CRUD, qui a toujours sa place, parce qu'il est moins cher, dans plein de cas, et ça suffit pour beaucoup de cas. N'oubliez pas, les jugements de valeur, c'est mal. Oups. Tous ces patterns, ce qui est important, c'est qu'aussi, ils ont tous leur place en même temps. Et c'est l'intérêt de la modularité, c'est que ça vous permet de choisir le style d'implémentation, module par module, bandit de contexte par bandit de contexte. Et donc, par exemple, ici, on a mélangé l'archi d'un côté, l'archi hexagonale pour l'un, CRUD pour l'autre, etc. Et puis, il y a des styles d'architecture qui réunissent aussi l'event-driven architecture. C'est un style qui est multi-contexte. Tout ça, vous le saviez, hein, on va aller vite dessus. Ça se dessine bien en scope. Une façon de dessiner tout ça, c'est de faire des petits scopes, comme ça. OK, alors il nous reste une question quand même, c'est l'architecture, ça se pratique comment? Comment au quotidien on fait tourner tout ça? Eh bien, le premier point, c'est de penser à documenter les choses, et c'est aujourd'hui extrêmement important, parce que c'est important aussi pour vos coding assistants, Copilot, Cursor et autres. Tout ce que vous mettez dans des ADR, tout ce que vous mettez dans votre code, c'est des prompts en moins à écrire. Et c'est des prompts, c'est des choses que vos outils vont prendre, vont indexer, et ils vont s'inspirer de tout ça pour avoir plus souvent bon du premier coup dans leur génération. De la même façon, si vous mettez des tests d'architecture, ArcUnit ou autre,
Les outils, notamment Agentic, ils vont itérer jusqu'à passer tous les tests, et ça va aussi vous économiser beaucoup de temps dans vos générations. Donc plus vous allez utiliser l'IA, plus tout ce qu'on voit là ici sera vital. C'est ce qu'on appelle chez Arola et notre collègue et notre partenaire Pacmind, c'est ce qu'on appelle l'IA under control. Il faut du under control, et c'est à nous de définir le under control de quoi. L'architecture, ça se pratique aussi donc, collectivement, et ça implique aussi des changements de posture. Plutôt que de rester tranquillement assis, on va se lever, aller au tableau, quand le groupe peine un petit peu à faire avancer une réflexion. On ne passe pas par contre tout son temps dans la salle de réunion, bien sûr. On alterne des temps de réflexion en solo, tout seul, on réfléchit tout seul, pour avoir de la variété, et des temps de réflexion à plusieurs. C'est important aussi, pour avoir plus de diversité de points de vue, et qu'il n'y ait pas de convergence prématurée. Et je lui ai dit, vous ne saurez jamais tout, mais l'important, c'est quand même d'apprendre. Hein. C'est de progressivement emprunter aux copains des astuces et de remplir votre boîte à outils d'astuces. Donc ça, c'est très très important, hein. Toujours être ça je prends, ça je prends, ça je prends. Par exemple, il y a Thomas Pirin ici, j'ai appris plein de trucs avec Thomas et les autres à l'équipe Société Générale depuis 2012, quand j'étais avec eux. Alors tout ça, n'oubliez pas que ce qu'on appelle l'architecture, c'est l'architecture d'un système, mais que le système, c'est pas que de la technologie, c'est aussi des humains. C'est donc du software et des people. Si vous voulez aller plus loin, il y a des bons livres qu'on peut vous recommander, ces trois-là notamment. Le dernier, il n'est pas que pour les big data en fait, hein. C'est un livre d'archi tout à fait classique, pour tout le monde, et il est même de santé publique, donc je vous invite vraiment à jeter un œil. C'est pas forcément à lire de bout en bout tous ces livres, mais au moins scanner ce qu'il y a dedans. Et le deuxième d'ailleurs, Thomas, encore une fois, a fait une fiche de lecture sur les 12 patterns importants qui sont dedans. Dernier point aussi, n'oubliez pas, le dogmatisme c'est mal. Il faut faire le contraire, donc, qui est donc le contraire de dog, c'est catmatique. Voilà, n'est-ce pas? Alors, il me reste 2 minutes. Tout ça, c'est l'architecture en ce moment. Est-ce qu'il y a risque d'apprendre tout ça et de se retrouver dans 5 ans ou 10 ans à avoir des savoirs périmés? Je ne pense pas. Parce que quand j'ai grandi, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, c'était la culture, on se coiffait comme ça. On écoutait la musique sur des ghetto blasta comme ça. Installer un programme, c'était long. Il fallait enfiler les disquettes une par une. Et on faisait du code en C++, et on gérait sa mémoire à la main, etc. Je vais vous épargner les détails. Mais ce qui est rigolo, c'est que fast forward 30 ans plus tard, on pourrait croire que tout est différent. Et pourtant, ce qui était important il y a 30 ans, on a changé légèrement les noms, on a changé complètement l'échelle, mais on est resté sur des points fixes. Les questions qu'on se pose et les neurones qu'on mobilise sont restés précisément les mêmes. On parle toujours de bouts, avec des entre les bouts, avec des contrats entre les bouts, et avec toujours tout ce qu'on a vu dans cette session, je suis vraiment convaincu que c'est vraiment evergreen, et vous pouvez investir votre temps et devenir meilleur à le faire, sans aucun risque, parce que c'est ultra pérenne. Merci beaucoup de votre attention, et dispo pour toutes vos questions.